La nuit où j'ai enregistré quelque chose que je n'aurais jamais dû trouver a commencé comme n'importe quelle autre expédition sur le terrain. Cela faisait des semaines, peut-être des mois, que j'étais obsédé par les signalements d'une activité inhabituelle dans la région de la chaîne des Cascades, plus précisément dans une zone reculée de la Gifford Pinchot National Forest. Des habitants, des chasseurs et même quelques gardes forestiers à la retraite rapportaient des bruits étranges provenant des vallées les plus profondes, des sons qui ne correspondaient à aucun animal répertorié dans la région, des sons qui, de manière troublante, semblaient répondre quand quelqu'un parlait. Je m'appelle Veronica Lindstrom et en 2019, je travaillais comme technicienne en surveillance acoustique pour une organisation de conservation privée basée à Portland. Notre travail officiel, celui qui figurait dans les rapports et justifiait notre financement, consistait à cataloguer les populations de chouettes tachetées du Nord, une espèce menacée qui dépend des forêts anciennes pour survivre. Mais cette nuit de septembre, je ne cherchais pas de chouettes, je chassais un fantôme sonore. Tout a commencé dans les archives audio. Pendant des semaines, nos équipements automatisés, laissés dans des endroits reculés pendant des mois, avaient capturé des vocalisations que je ne parvenais tout simplement pas à expliquer. Ce n'étaient ni des ours, ni des pumas, ni des wapitis. C'étaient des sons profonds, gutturaux, avec une qualité qui semblait presque délibérée. Certains duraient plusieurs secondes et contenaient des variations de tonalité qui suggéraient une structure, presque une syntaxe. D'autres étaient courts et explosifs, comme des cris d'alerte. Le plus troublant, c'est que certains semblaient se produire en réponse à d'autres sons, le hurlement d'un coyote, le bruit d'un avion lointain, ou même d'autres vocalisations anormales, comme s'il y avait un échange en cours. Il y avait des composantes infrasoniques, des fréquences si basses qu'elles étaient à peine audibles, mais qui apparaissaient clairement sur les spectrogrammes, suggérant une créature d'une taille et d'une capacité pulmonaire massive. J'ai partagé les enregistrements avec mon superviseur, un homme pragmatique nommé Douglas, qui travaillait dans la conservation depuis plus de 30 ans et qui avait tout vu. Il a écouté les fichiers en silence dans mon bureau, son expression passant du scepticisme à quelque chose que je n'ai pas su identifier, peut-être un souvenir ancien et inconfortable. Quand il a terminé, il a retiré son casque, m'a regardé un long moment et m'a simplement dit de faire attention et de n'en parler à personne d'autre. « Il y a des choses dans la forêt, Véronica, a-t-il dit, qui n'aiment pas qu'on les trouve. » Cela m'a paru étrange à l'époque. Maintenant, je comprends qu'il avait probablement ses propres histoires, celles qu'il n'avait jamais racontées, des secrets gardés tout au long d'une carrière passée dans des lieux sauvages. Le sentier que j'ai choisi cette nuit-là était peu fréquenté, un risque calculé, accessible uniquement par une route en terre qui devenait impraticable pendant les pluies d'automne. Je n'avais qu'une fenêtre de quelques jours avant que le temps ne change et ne rende la zone inaccessible pour des mois. C'était maintenant ou jamais. Je suis arrivé au début du sentier vers 23 heures. La lune était en quartier croissant, sa lumière argentée filtrant à travers la cime des arbres, fournissant juste assez d'éclairage pour naviguer sans dépendre entièrement de ma lampe torche. L'air avait cette odeur caractéristique des forêts du nord-ouest, un mélange complexe de mousse humide, d'écorce de cèdre en décomposition, de terre riche et de quelque chose d'indéfinissable, de primitif, qui me faisait toujours me sentir toute petite face à l'immensité verte qui m'entourait. J'ai transporté mon équipement en haut de la montagne pendant environ 1 heure, chaque pas étant un effort conscient. Le sac à dos pesait près de 20 kilos avec l'enregistreur professionnel, les microphones directionnels haute sensibilité, les batteries supplémentaires et les fournitures d'urgence. Chaque pas était calculé, évitant les branches sèches qui pourraient faire un bruit inutile. S'il y avait quelque chose là-dehors que je voulais documenter, la dernière chose dont j'avais besoin était d'annoncer ma présence par des craquements et des grincements. L'endroit que j'ai choisi était un petit plateau naturel, entouré de sapins de Douglas centenaires,
Des arbres qui étaient déjà vieux quand mes grands-parents sont nés. Il y avait un ruisseau asséché à une 50aine de mètres au nord et une pente raide au sud qui descendait vers une vallée profonde. Les signalements les plus cohérents provenaient de cette région spécifique, une zone où 3 bassins versants se rejoignaient, créant des couloirs de déplacement naturel pour la faune locale. C'était un point de passage écologique obligé, l'endroit parfait pour une écoute. J'ai installé mon équipement dans un silence absolu, mes mouvements rodés par des années de pratique. Les microphones ont été placés en configuration triangulaire pour permettre une localisation précise des sources sonores. L'enregistreur principal a été réglé pour capturer des fréquences bien en dessous de ce que l'oreille humaine perçoit normalement. Une précaution basée sur les analyses précédentes. Vers minuit, tout était prêt. Je me suis posté derrière une souche recouverte de mousse, avec une vue dégagée sur la zone ouverte entre les arbres. Ma caméra thermique était chargée, mais je savais que la qualité serait limitée. L'objectif principal était l'audio. La première heure fut d'un silence quasi absolu. Parfois, une chouette ululait au loin ou une branche se brisait sous le poids d'un petit animal. Le vent soufflait en douces rafales, faisant murmurer la cime des arbres dans un langage ancestral. Je luttais contre la somnolence, restant alerte grâce à des techniques de respiration. C'est vers 1h15 du matin que j'ai remarqué le premier changement. Ce ne fut pas un son particulier, mais une absence de son. La forêt, qui avait maintenu un bruit de fond constant d'insectes et de petits mouvements, est devenue complètement silencieuse. Les grillons ont cessé de chanter. Les oiseaux de nuit se sont tus. Même le vent semblait s'être arrêté. Ce silence avait un poids. Je pouvais le sentir pressé contre mes tympans comme si j'avais dévalé une montagne trop vite. Ma peau s'est hérissée, non pas à cause du froid, mais de quelque chose de plus primitif. Une partie ancestrale de mon cerveau, celle qui se souvenait encore d'avoir été une proie, hurlait que je n'étais pas seul. Le premier son est venu de l'ouest, à peut-être 40 mètres de distance. C'était un grondement sourd et prolongé qui semblait vibrer dans l'air autour de moi. La fréquence était si basse que je la sentais autant que je l'entendais. Une résonance qui semblait traverser mon corps et faire vibrer mes os. Il a duré environ 5 secondes, puis s'est arrêté brusquement. Mon cœur s'est emballé. Mes mains tremblaient, tandis que je vérifiais que l'enregistreur fonctionnait. Le voyant vert clignotait de manière régulière. Quoi que ce fût, c'était en cours de documentation. J'ai attendu. Les secondes s'étiraient comme des minutes. Ma respiration était courte, chaque expiration contrôlée pour ne pas faire de bruit. Le son est revenu, plus proche cette fois, peut-être 25 mètres. La qualité avait subtilement changé. C'était toujours grave et guttural, mais il y avait une inflexion à la fin, une sorte d'élévation de ton qui sonnait presque comme une question. Comme si ceux qui produisaient ce son étaient en train de tester, d'attendre une réponse. Je suis resté immobile. Chaque fibre de mon corps voulait courir, mais des années de travail sur le terrain m'avaient appris que le mouvement brusque était la pire réponse possible. Les prédateurs poursuivent les proies qui courent. Si je ne courais pas, peut-être que je ne serais pas classé comme une proie. La troisième vocalisation est venue d'encore plus près, 15 mètres, peut-être moins. Cette fois, le son était plus complexe. Il commençait par ce grondement grave, mais passait à un ton moyen avant de se terminer par quelque chose qui ressemblait presque à une consonne. Une occlusive, comme si l'air était brusquement coupé par une structure vocale complexe. C'est alors que j'ai vu un mouvement entre les arbres. Au début, j'ai cru que c'était une ombre qui se déplaçait, mais les ombres ne se déplacent pas avec une intention. La silhouette émergea lentement d'entre 2 sapins géants à peut-être 12 mètres devant moi. Elle était énorme. Même à cette distance, je pouvais voir qu'elle dépassait les 2 mètres de haut d'une marge significative. Ses épaules étaient absurdement larges, créant une silhouette qui ne correspondait à aucun être humain.
Le corps était couvert de quelque chose de sombre qui pouvait être de la fourrure ou des poils, absorbant le peu de lumière disponible. La créature se déplaçait de manière bipède avec une fluidité qui contredisait sa taille massive. Il n'y avait pas le balancement maladroit d'un ours sur ses pattes arrière. Chaque pas était posé avec précision, transférant le poids de manière contrôlée. Les bras pendaient le long de son corps, s'étendant bien au-delà de ce qui serait proportionnel chez un humain, les mains arrivant presque aux genoux. Je suis resté paralysé. Mon esprit rationnel luttait pour catégoriser ce que mes yeux voyaient. Un ours noir? Impossible, la posture était incorrecte. Une personne en costume. La façon dont elle se déplaçait écartait cette possibilité. Les costumes ne se plient pas comme ça, n'absorbent pas un terrain irrégulier avec cette grâce prédatrice. La créature s'est arrêtée. Sa tête a tourné lentement dans ma direction, et même sans pouvoir voir ses yeux, je savais que j'étais observé, évalué. La sensation était primitive et terrifiante. J'étais la proie étudiée par le prédateur. Puis la créature a fait quelque chose qui a complètement changé ma compréhension. Elle s'est dirigée vers mon équipement d'enregistrement, pas dans ma direction, vers les microphones montés sur des trépieds. Elle s'est approchée lentement, chaque pas délibéré. Arrivée à environ 3 mètres de l'équipement, elle s'est arrêtée et l'a observé. Je pouvais voir plus de détails maintenant. Le pelage était brun foncé, presque noir. La tête avait une forme conique, s'élevant vers une crête au sommet du crâne. Le profil du visage était plat, avec un front proéminent. La créature a penché la tête, examinant le trépied. Le geste était curieusement familier, celui d'un primate confronté à un objet nouveau. Ce n'était pas de la peur ou de l'agressivité, c'était de la curiosité. Puis elle a émis un son, pas le grondement d'avant. Celui-ci était plus modulé, divisé en 3 pulsations distinctes. Ma respiration s'est coupée. Il y avait une structure, un rythme, presque la cadence de la parole humaine, rendue par une voix bien trop profonde pour appartenir à quiconque. La créature s'est tournée et a regardé dans ma direction. Cette fois, j'en étais sûr. Elle savait exactement où j'étais. J'ai pris une décision aussi courageuse que téméraire. Je me suis doucement éclairci la gorge. La réaction fut immédiate. La tête de la créature a pivoté et son corps s'est légèrement accroupi. Pendant 3 secondes terribles, elle est restée tendue. Puis elle a répété le son qu'elle venait de faire, mais plus fort. Elle n'avançait pas. Elle attendait. J'ai parlé. Un seul mot, mon nom. Véronica, prononcé à voix basse. La créature a de nouveau penché la tête. Sa posture s'est détendue. Après une pause, elle a répondu. Le son qui est sorti était profond et guttural, une tentative grossière de reproduire le schéma tonal de ma voix. Ce n'était pas de la parole, mais c'était une réponse. Des larmes se sont formées dans mes yeux. La peur, l'épuisement, l'ampleur de ce qui se passait. J'étais à quelques mètres d'une créature qui, officiellement, n'existait pas, et elle essayait de communiquer avec moi. L'échange s'est poursuivi pendant plusieurs minutes. Je disais des mots simples, elle répondait par des vocalisations qui variaient en ton et en durée. C'était comme converser avec quelqu'un qui parle une langue étrangère. Ce qui m'a impressionné, c'était son comportement. Elle ne me chassait pas, elle était engagée dans une proto-communication. Vers 1h40 du matin, la créature a fait quelque chose qui me hante encore. Elle a posé une main énorme sur sa propre poitrine, là où se trouverait le cœur, accompagné d'un grondement sourd. Le geste semblait être une présentation, une déclaration de non-agression. J'avais vu un comportement similaire chez les grands primates. J'ai répondu par un geste similaire, en posant ma main sur ma poitrine. La créature a observé et la tension a diminué. C'est alors que tout a changé. Un son est venu de la forêt derrière moi, de la pente sud. Une autre vocalisation, de registres similaires, mais plus grave, plus résonante. La réaction de la créature en face de moi fut instantanée. Ses épaules se sont soulevées, sa tête s'est baissée et elle s'est tournée pour faire face au nouveau son. Le langage corporel était sans équivoque, territorialité.
Elle a répondu par un rugissement profond et explosif qui a fait vibrer l'air. J'ai senti la vibration dans les os de mon visage. Du sud est venue une autre réponse, tout aussi puissante. La créature en face de moi a saisi une branche morte et l'a brisée en deux avec une facilité déconcertante. Le craquement a résonné dans la forêt. C'était une démonstration de force, un avertissement clair. J'étais au milieu d'une confrontation territoriale. La prise de conscience m'a frappé comme un coup de poing. J'étais physiquement positionné entre deux individus d'une espèce inconnue en conflit. La créature en face de moi a maintenu sa posture agressive. Le message était clair. Ceci est mon territoire, reculez. La réponse est venue quelques secondes plus tard, plus basse, moins agressive. La seconde créature battait en retraite. Pendant 1 minute entière, la créature est restée tendue, à l'écoute. Puis, progressivement, ses épaules se sont détendues. Elle s'est tournée à moitié vers moi. Et puis elle a fait quelque chose que j'interprète encore aujourd'hui comme un avertissement. Elle a émis un son urgent, court et répété. 3 pulsations rapides, une pause, 3 autres pulsations. En même temps, elle a fait un geste du bras, un large mouvement en direction du sentier par lequel j'étais arrivé. Le message était sans équivoque. Partez. Ce n'était pas une menace, mais l'urgence était palpable. J'ai hoché la tête et j'ai commencé à reculer lentement, sans jamais lui tourner le dos. La créature ne m'a pas suivi. Elle est restée là, une silhouette massive sur le fond sombre des arbres. Je suis arrivé à mon véhicule vers 2h30 du matin, les mains tremblant tellement qu'il m'a fallu 3 essais pour déverrouiller la portière. Je suis resté assise sur le siège conducteur pendant 10 minutes, juste à respirer et à digérer. J'avais eu une rencontre face à face avec une créature dont la science insiste sur le fait qu'elle n'existe pas. Le trajet du retour vers Portland fut flou. Je suis arrivé à la maison au lever du soleil, épuisé mais incapable de dormir. J'ai passé des heures à transférer les fichiers audio sur plusieurs appareils. S'il m'arrivait quelque chose, ces enregistrements devaient survivre. L'analyse du matériel a pris des semaines. L'audio était extraordinaire, les schémas étaient clairs, les vocalisations montraient une variation cohérente. La nature réactive était le plus fascinant. Chaque fois que je parlais, la créature répondait. Ce n'était pas un simple comportement animal, c'était quelque chose de plus complexe. J'ai partagé les enregistrements avec 3 collègues en qui j'avais confiance. Les réactions ont varié du scepticisme à un enthousiasme silencieux. L'une d'elles, une primatologue, a écouté et a simplement dit qu'elle avait besoin de temps pour digérer l'information. Elle n'a plus jamais abordé le sujet. Les mois suivants ont été difficiles. Je voulais le dire au monde entier, mais je savais comment de telles révélations sont accueillies. Des carrières ont été détruites pour des allégations moins controversées. J'ai gardé le silence. Les enregistrements sont restés dans mes archives personnelles. Je suis retourné sur les lieux 3 fois au cours des 2 années suivantes. Je n'ai plus jamais rencontré la créature. Quelle que soit la fenêtre qui s'était ouverte, elle semblait s'être refermée. Ce qui m'est resté, ce ne sont pas seulement les souvenirs. C'est la prise de conscience qu'il y avait quelque chose de fondamental que nous ne comprenions pas sur notre propre monde. Des créatures d'une intelligence significative, capables de communication complexe, vivant dans l'ombre de nos forêts. Ce n'étaient pas des monstres, c'était une autre branche de l'arbre des primates, une qui avait évité d'être détectée pendant des siècles grâce à son intelligence et sa prudence. La créature que j'ai rencontrée aurait pu facilement me blesser. Au lieu de cela, elle a fait preuve de curiosité interespèce. Et lorsqu'une menace est apparue, son comportement m'a donné l'occasion de partir en toute sécurité. Je ne sais pas si c'était intentionnel, mais le résultat a été le même. Je suis sorti de cette forêt vivante et avec des preuves qui pourraient changer notre compréhension du monde naturel. Parfois, tard dans la nuit, je réécoute les enregistrements. Ce grondement profond, ces vocalisations réactives, ce rugissement territorial. Et je ressens le même mélange de peur et d'émerveillement. Et je me demande si, quelque part dans ces montagnes sombres, une créature énorme pense parfois à l'étrange petite primate qu'elle a rencontrée une nuit
et avec qui elle a essayé de converser. Les années qui ont suivi ont été marquées par une dualité difficile à maintenir. Publiquement, j'étais une technicienne en surveillance acoustique respectée. En privé, je portais un secret qui pesait plus lourd chaque jour. J'ai déménagé dans le nord de la Californie en 2021, acceptant un poste dans la restauration forestière. Chaque fois que j'entrais dans ces bois, une partie de moi espérait une autre rencontre. Cela ne s'est jamais reproduit de la même manière, mais j'ai appris que mon expérience n'était pas unique. Il y en avait d'autres, des chercheurs, des gardes forestiers, des chasseurs. Dans des conversations privées, des histoires émergeaient. Un garde forestier à la retraite m'a parlé d'empreintes de plus de 40 centimètres qu'il avait trouvées dans le parc national olympique en 1987. Une biologiste a partagé un enregistrement de 2015 avec des vocalisations d'une fréquence trop basse pour des ours. Un photographe de nature a décrit une silhouette bipède qu'il avait vue traverser une clairière à l'aube. Ces histoires s'accumulaient, me convainquant que ma rencontre avait été authentique. La question était, pourquoi la science ne les reconnaissait-elle pas? La réponse, j'ai réalisé, était leur intelligence. Toute créature capable d'éviter d'être détectée dans notre monde technologique devrait être exceptionnellement prudente, capable de reconnaître et d'éviter les pièges humains. En 2022, j'ai reçu un email d'une organisation de recherche dont je n'avais jamais entendu parler. Ils avaient obtenu l'un de mes enregistrements et voulaient me parler. J'ai hésité, mais la curiosité l'a emporté. J'ai rencontré une femme nommée Diane dans un café. Elle faisait partie d'un groupe informel de scientifiques et de fonctionnaires qui accumulaient des preuves sur ces créatures depuis des décennies. Ce n'était pas une conspiration, mais un consensus tacite selon lequel certaines preuves étaient trop problématiques pour la crédibilité scientifique. Dans les cercles privés, le matériel s'accumulait. Diane m'a montré des enregistrements, beaucoup similaires aux miens. L'un, du Montana, capturait ce qui semblait être deux créatures dans un échange communicatif structuré. Elle m'a invité à rejoindre leur réseau. J'ai accepté. Les 3 années suivantes ont été les plus intellectuellement stimulantes de ma vie. J'ai appris les schémas de distribution, le comportement territorial et les variations dans les vocalisations. J'ai commencé à comprendre ces créatures non pas comme des monstres, mais comme une espèce avec sa propre écologie. Elles vivaient en petits groupes familiaux, sur de vastes territoires, évitant les humains avec une constance qui ne pouvait s'expliquer que par un apprentissage culturel. Ma propre expérience s'intégrait parfaitement. La curiosité investigatrice, la réactivité vocale, le geste de non-agression, l'avertissement. Diane a suggéré que j'avais peut-être rencontré un individu jeune et curieux, ou que les circonstances de cette nuit-là avaient été exceptionnellement favorables. En 2024, j'ai eu une autre expérience. Je campais dans le nord-est de la Californie. La 3e nuit, vers 2 heures du matin, je me suis réveillé avec ce grondement profond. Le son a circulé autour de mon campement pendant une vingtaine de minutes, puis s'est arrêté. Le lendemain matin, je n'ai trouvé aucune empreinte, mais quelque chose de plus subtil. Des branches cassées sur des arbustes autour du camp, pliées dans des directions qui semblaient former un motif circulaire, comme pour marquer les limites d'une zone. Le réseau de Diane a confirmé que ce type de marquage avait déjà été documenté comme une démarcation territoriale. L'expérience m'a profondément affecté. Ces créatures étaient partout, observant, apprenant à nous éviter avec une efficacité qui était en soi une preuve d'intelligence exceptionnelle. La question qui me hantait n'était plus de savoir si elles existaient, mais ce que nous ferions lorsque nous devrions enfin reconnaître leur existence. Notre bilan avec d'autres espèces intelligentes n'était pas encourageant. Une partie de moi voulait que la vérité soit exposée, une autre s'inquiétait des conséquences. La révélation signifierait l'attention, et l'attention signifierait l'intrusion.
Peut-être que le secret était la meilleure protection que ces créatures avaient. Je continue de faire mon travail. Parfois, j'entends des sons que je ne peux pas expliquer. Je n'ai jamais eu d'autres rencontres comme cette nuit de septembre 2019, mais je sais ce qu'il y a là-dehors. Et je porte cette connaissance, un fardeau et un privilège. La créature que j'ai rencontrée m'a appris que l'intelligence n'est pas exclusivement humaine et que les frontières du connu sont bien plus poreuses que nous aimons l'admettre. Quelque part dans les forêts sombres de ce continent, des créatures, comme celles que j'ai rencontrées, continuent de vivre leur vie. Un mystère ambulant dans un monde qui croit avoir tout percé à jour. Nous n'avons rien percé, nous ne l'avons jamais fait. Et c'est peut-être la vérité la plus importante de toutes.